Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. À l'international, et comme nous vous le présentions il y a quelques semaines, la stratégie d'expansion chinoise passe bel et bien par l'Afrique. Après l'Ouganda et ses problèmes de dette vis-à-vis de son créancier chinois, c'est aujourd'hui le Royaume du Maroc qui tisse des liens avec Pékin. Les deux pays ont en effet signé le 5 janvier dernier une convention visant à favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et à faciliter les échanges commerciaux, la création de joint ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, la recherche et la coopération technologique. Pour les autorités chinoises, le Royaume du Maroc revêt un intérêt stratégique de par sa position géographique entre les continents africains et européens, sa connectivité logistique à l'international, ses infrastructures, sa main-d'œuvre qualifiée et son environnement d'affaires serein. Mais se pose dès lors la question de savoir si l'Afrique ne serait-elle pas en passe de devenir une colonie chinoise. En effet, les anciennes puissances coloniales européennes et américaines reprochent une sorte de néocolonialisme à la stratégie de développement et d'expansion chinoise. Seul le temps pourra effectivement nous dire si cette expansion chinoise aura les mêmes effets désastreux sur les pays africains que le colonialisme historique. On marque une pause et je vous retrouve tout de suite dans votre JT Vu d'ailleurs. En France, la réforme du modèle économique du secteur bancaire continue à être mise en œuvre. Après les fermetures d'agences physiques sur l'ensemble du territoire, c'est au tour de la banque en ligne de revoir sa stratégie pour préserver sa rentabilité. En effet, suite à sa décision de quitter le marché français, la banque néerlandaise ING a remercié l'ensemble de ses clients uniquement titulaires d'un livret d'épargne Orange, le fameux Léo. En effet, ce livret d'épargne, dont la rémunération est extrêmement faible, 0,01% brut, fait l'objet d'un tri par les instances d'ING. Selon son PDG Michel Guillot, cette décision concerne uniquement les comptes inintéressants et non rentables, et ceux qu'ils soient inactifs, petits ou en déshérence. Cette stratégie pourrait concerner jusqu'à 300 000 clients selon l'association France Consobank. Si le départ d'ING n'est pas immédiat, c'est avant tout parce que l'entreprise souhaite trouver un repreneur pour tout ou partie de son portefeuille de clients. Mais à ce jour, ce projet en est toujours au stade des discussions, même s'il se murmure que la Société Générale pourrait être intéressée par ce dossier. On marque une nouvelle pause et je vous retrouve tout de suite dans votre JT Vu d'ailleurs. Désormais, dans l'actualité politique et culturelle, nous allons aborder de nouveau ce thème du colonialisme, puisque un mois après le référendum sur l'indépendance, la Nouvelle-Calédonie reste très divisée. Bien que le non, elle est une nouvelle fois emportée à 96,5%, le scrutin a été marqué par une abstention massive de plus de 56%, conséquence de l'appel des indépendantistes à ne pas aller voter. En effet, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, dans une lettre du peuple kanak au peuple français en date du 23 novembre 2021, a fait part de son indignation quant au refus du gouvernement de reporter le scrutin. Les raisons invoquées ne sont pas uniquement liées au contexte sanitaire, mais au culte, puisque se poursuivait alors la cérémonie du deuil, une cérémonie chère au peuple kanak. Outre cette problématique de timing, le vrai sujet d'achoppement réside dans la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie est encore un territoire colonial. En effet, pour les indépendantistes, les textes de l'accord de Nouméa ont conduit à l'évocation d'une souveraineté qui n'en est pas une, d'une citoyenneté arbitraire qui ne constitue pas la base d'une nationalité, d'une autodétermination qui semble introuvable sans une grande puissance associée et d'un destin
d'un destin commun chimérique et auquel les cours de langue kanak obligatoires pour tous les lycéens n'auront rien changé. Preuve de leur détermination, le FLNKS, qui refuse donc de reconnaître la légitimité du scrutin, a déposé un premier recours devant le Conseil d'État. Ils ont en outre annoncé ne pas engager de discussion avec le gouvernement avant l'issue des élections présidentielles et législatives. On marque une pause dans ce JT vu d'ailleurs et on passe juste après à l'actualité économique et sociale. A tout de suite. Merci de rester fidèle au JT de Vue d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons parler de la pénurie de talents dans le secteur du numérique. Et pour cela, je suis en duplex avec monsieur Guy Mamoumani. Bonjour monsieur Mamoumani. Bonjour. Bonjour, vous êtes coprésident du groupe Open, ancien président du Syntec numérique, aujourd'hui rebaptisé Numéum, ancien président du Conseil national du numérique et ancien membre du HCEFH, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, donc, on souhaite vous entendre donc, sur cette pénurie de ressources informatiques, puisque il semblerait que cette pénurie de talents disposant des compétences nécessaires pour travailler dans les métiers du numérique constitue un défi majeur pour les entreprises en pleine transformation. Dès lors, on marche un peu sur la tête, on est en pleine dichotomie, puisque d'un côté, la reprise après la crise et l'accélération de la transformation du numérique alimentent la demande, et de l'autre côté, eh bien, on a une pénurie de composants. Alors, c'est pas vraiment le sujet, on va plus parler de l'humain aujourd'hui, mais donc on a une pénurie de composants et un manque de talents qui freine finalement ces projets d'entreprise. Est-ce qu'on peut résumer la situation de façon si simple, monsieur Mamoumani ? C'est absolument. Très bien, merci. C'est tout à fait regrettable. Vous avez fait parfaitement la synthèse du sujet. Pourquoi est-ce que c'est regrettable ? C'est que nous aurions pu anticiper ce sujet, en tout cas pour ce qui me concerne et pour mes compétences, sur celui des ressources et des compétences informatiques. D'accord. Il y a plus de 10 ans, j'alertais les pouvoirs publics sur la nécessité de développer les compétences, et en fait, il y a eu certaines choses qui ont été faites, il ne faut pas le négliger, mais très très loin de la hauteur des enjeux. Et alors, ce qui est terrible, c'est que la Covid, cette crise, a accéléré la demande de transformation numérique des entreprises et de l'État d'ailleurs, et par conséquent, les besoins ont continué à augmenter, alors que, comme vous le savez, pour pouvoir former des ingénieurs, des techniciens, il faut plusieurs années. Donc, il est absolument nécessaire d'anticiper cette croissance. Alors, merci de me donner la parole, parce que je vais répéter ce que j'ai dit il y a 10 ans, ce que j'avais d'ailleurs suggéré aux candidats à la présidence de la République, que je renouvelle. Nous allons avoir de plus en plus besoin d'informaticiens, de techniciens du numérique, de consultants, enfin de tout ce qui tourne autour du numérique dans les années à venir. Ce n'est pas près de finir. Je comprends du coup, donc si on est aujourd'hui dans cette situation, si l'offre est finalement si faible, c'est uniquement une problématique de formation ? Absolument, puisque c'est très simple, c'est mécanique. Quand vous incluez la grande école du numérique, qui a d'ailleurs été une des très bonnes initiatives du précédent gouvernement, les IUT, les BTS, les facultés, les écoles d'ingénieurs, enfin tout ce qui touche à l'informatique, vous avez à peu près 25 000 personnes qui sont formées chaque année. Et donc c'est pas suffisant. Du coup, c'est très simple, le besoin est de l'ordre de 50 000. Donc, chaque année, vous avez un creux qui augmente, ça se creuse, avec de plus en plus de nécessités. Et je le répète, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par tout le monde. Mais enfin, je pense que les différents avertissements que j'ai donnés depuis des années confirment que c'est plutôt moi qui ai raison dans ce sujet-là. Ça va augmenter. Il faut faire fi de tous ces oiseaux de mauvais augure qui vont vous expliquer que l'intelligence artificielle, le no-code et autres vont remplacer les informaticiens. C'est faux. Et malheureusement, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier et qu'il y a toujours quelqu'un qui annonce
qu'on va avoir besoin de moins en moins d'informaticiens. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Pourtant, alors, en préparant votre interview, j'ai quand même eu l'impression que, eh bien, depuis 10 ans, justement, le nombre de formations au numérique avait considérablement augmenté, que l'État, effectivement, à travers différents plans, avait débloqué des budgets, avait alloué des budgets au numérique. Du coup, je crois que le dernier, c'est 90 millions d'euros sur 2 ans pour créer 10 000 nouvelles formations au métier du numérique. C'est pas encore suffisant, finalement, ce que vous nous dites, Monsieur Mahoumani? Mais absolument, c'est-à-dire que oui, vous avez parfaitement raison, je ne veux pas le sous-estimer, il y a un travail... Il y a un effort de fait quand même, il y a une conscience qui a été prise. Tout à fait, d'ailleurs la Grande École du Numérique est une très belle réussite, avec des écoles comme Simplon, Webforce 3, Digital France School, tout ça ce sont d'excellentes initiatives. Il y a eu des augmentations de formation, mais il y a un problème très fondamental, si vous voulez. D'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque avec Yves Poilane, qui était le directeur de Télécom Paris-Tech. C'est une des meilleures écoles du monde, il faut quand même le dire. Hein. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu n'augmentes pas tes formations? Pourquoi est-ce que tu ne les multiplies pas par 3? Et il me dit tout simplement parce que les frais de scolarité sont de l'ordre de 2 000 euros, et le coût de revient d'un étudiant est de l'ordre de 10 000. Ça veut dire qu'en fait, il faut compenser, puisqu'on est dans des écoles d'ingénieurs qui sont publiques. Par conséquent, il faut compenser ces montants. Or, comme personne ne veut le faire, eh bien, on ne forme pas assez. Alors que, personnellement, je considère qu'il n'y a pas meilleur investissement que l'éducation, la formation de notre jeunesse pour le futur, et pour se préparer, je vous le rappelle, à une révolution qui est en train d'arriver. Et que ça soit en termes, j'allais presque dire, de citoyens, comme en termes de travailleurs, la conscience et l'éducation numérique devient essentielle. Devient essentiel. On a vu qu'effectivement, on a vu dans une interview précédente que l'enseignement scolaire devait s'adapter à l'outil numérique, que c'était indispensable. Je rebondis sur ce que vous nous avez dit. Donc, vous dites que en France, on forme 25 000 à peu près nouveaux salariés capables de travailler dans l'univers du numérique, dans le secteur du numérique, alors que les besoins sont de 50 000. Dès lors, il y a un gap, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Est-ce que l'externalisation serait finalement la solution en attendant que ces formations délivrent le nombre de candidats nécessaires? Externalisation, j'entends par externalisation faire appel à des ingénieurs étrangers puisqu'aujourd'hui on s'est rendu compte que le télétravail est quelque chose qui fonctionne. Le numérique, c'est du télétravail. Les postes sont en télétravail en grande majorité. Le numérique, le langage, c'est l'anglais. Du coup, est-ce que finalement, cette notion d'externalisation ne pourrait pas répondre aux besoins actuels et finalement peut-être être le modèle économique de demain? Eh bien, écoutez, c'est d'abord, votre question est tout à fait juste, puisque c'est ce qui est en train d'être fait depuis des années. C'est une des motivations de l'offshore, mais permettez-moi de regretter cet état de fait dans un pays où nous avons 4 millions de chômeurs, et par conséquent dans lequel on a un potentiel absolument considérable de salariés à avoir, en particulier des femmes, un sujet sur lequel je suis engagé depuis des années. Voilà, donc je pense que c'est un immense gâchis. Nous pourrions, si nous développions et l'attractivité des métiers et la formation, nous pourrions avoir beaucoup plus de gens qui sont intéressés, en particulier des femmes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer des initiatives comme la Journée de la femme digitale, dont je suis un des parrains, ou le mouvement Jamais sans elle, qui consiste à dire qu'un homme ne participe pas à des tables rondes s'il n'y a pas au moins une femme, et dont je suis un des cofondateurs, de façon à améliorer le rôle modèle, la visibilité des femmes dans le numérique, et nous aurions beaucoup moins de chômage, plus de gens qui sont engagés dans le numérique, plus de femmes qui vont contribuer à construire ce nouveau monde que nous sommes en train de construire et sur lequel il est absolument indispensable que nous ne passions pas
de 50% de la population. Oui, c'est ça, j'allais rebondir sur votre ancienne casquette de membre du haut comité à l'égalité femmes-hommes. Comment est-ce que vous expliquez que dans le secteur du numérique et plus largement dans le secteur de l'informatique, des mathématiques, les femmes soient sous-représentées à ce point-là? Il y a des initiatives, notamment la Fondation Blaise Pascal, qui œuvre pour justement replacer les femmes au centre de ces activités scientifiques finalement. Vous avez raison, c'est un sujet, ce serait très très long à expliquer, mais en 2 mots, il y a 40 ans, quand je faisais mes études, il y avait une parité, et avec l'avènement de la micro-informatique, on a vu très rapidement s'effondrer le nombre de femmes dans ces professions. Je vous rappelle qu'elles sont de l'ordre de 10 à 15%, encore dans des écoles aussi prestigieuses que l'EPITA ou d'autres écoles de ce type, on tourne autour de 10%, c'est un véritable gâchis. D'ailleurs, pour répondre plus précisément à votre question, je vous invite à voir ce film « Les figures de l'ombre », qui est un film que j'adore, qui retrace l'histoire des premières informaticiennes à l'époque de la NASA, qui en plus subissaient une ségrégation parce qu'elles étaient noires, et on voit comment ces femmes avaient pris en main l'informatique de la NASA parce que les hommes n'en étaient pas capables. Et donc on voit bien qu'à l'époque, la technique, l'informatique, n'avait pas de genre, jusqu'à présent. C'est faux de dire ça. Vous avez beaucoup de pays, je pense aux pays asiatiques par exemple, ou au Maghreb, où vous avez autant de femmes que d'hommes. Donc là, il y a un travail à faire dans notre pays pour que très vite, nous puissions attirer des talents féminins dans ces métiers. J'y crois beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit, j'y travaille, et depuis plus de 10 ans, j'avais créé, quand j'étais président du Syntec numérique, une commission qui s'appelait Femmes du numérique, qui existe toujours d'ailleurs, pour justement promouvoir la visibilité des femmes dans ce métier, améliorer les rôles modèles, de façon à ce que les jeunes filles choisissent ces métiers. D'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi le travail de Jean-Michel Blanquer sur ce sujet-là, puisqu'il a institué le coding à l'école depuis l'école primaire, CAPES, agrégation d'informatique, et puis développer l'option ISN dans les lycées. Tout ça va dans le bon sens, mais comme on l'a dit, n'est pas du tout encore à la hauteur des enjeux sur un des points, historiques de l'histoire de l'humanité, qui est cette révolution numérique. Ok, très clair. Je vous remercie, Monsieur Mamoumani, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie pour votre franc-parler, vos explications. Je rappelle que vous êtes président du groupe Open, notamment. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce JT Vu d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Vu d'ailleurs, www.vudailleurs.com ou bien sur notre site internet www.tvfmedia.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Bonne fin de journée, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.